Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour se préparer encore et toujours à la prépa et on va travailler sur les limites de suite avec cette figure que vous avez certainement déjà vue quelque part. Cette figure, c'est ce qu'on appelle le flocon de Koch. En fait, c'est un exemple simple de fractal. C'est la première figure qui a été identifiée comme une fractale. Alors, pour rappel, une fractale, c'est une figure dont le motif se répète à l'infini. Et à chaque fois que je zoome, en fait, bon, là, évidemment, j'ai une résolution qui est limitée sur cette image, mais à chaque fois que je zoome, j'ai le même motif qui se répète. C'est ça le principe d'une fractale. Et donc ça, c'est un exemple très connu qui a été découvert par un mathématicien qui s'appelle von Koch. Donc on va travailler sur ça. En fait, l'idée, c'est que comme vous avez une fractale, à chaque fois, la courbe ici, le périmètre va être découpé. On va voir comment on la construit. Donc on va avoir une figure qui a un périmètre infini, mais par contre, on peut voir même ici sur cette figure que l'aire de la figure va être fini. Et donc c'est ça qui va nous intéresser ici. Donc voilà l'exo. Ici, on vous dit comment on construit en fait la fractale. Donc on vous dit qu'on prend un triangle équilatéral dont les côtés ont pour longueur 1 et on passe de Fn à Fn plus 1 en partageant chaque segment en 3 segments égaux et en mettant un triangle équilatéral sur le segment qui reste. Donc on va illustrer ça, ça va être plus simple. Voilà la première figure F1 qui est uniquement un triangle équilatéral. Sur ça, ce que je fais, c'est que je coupe en 3 et je trace un triangle ici. Et je passe à F2 comme ça, vous voyez. J'ai des petits triangles sur chacun des côtés. Pour passer à F3, je fais exactement la même chose. Je prends chacun des petits triangles, je le coupe en 3 et je rajoute un triangle. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de petits bouts ici. Et pour F4, F5, etc., c'est exactement la même chose. Donc notre but ici dans cet exo, ça va être petit 1 de trouver le périmètre et de montrer qu'il est infini, petit 2 de trouver l'aire et de montrer qu'elle est finie et de trouver la limite de l'aire. Donc c'est comme ça qu'on va faire, et comme souvent en maths, on va pas essayer de calculer l'aire comme ça directement, on va introduire des grandeurs intermédiaires, et ici on va introduire 3 grandeurs intermédiaires, le nombre de côtés de chaque figure, donc qui est important, vous voyez, le nombre de côtés, la longueur du côté à chaque étape, parce que à chaque étape, vous voyez que la longueur de chaque côté change, et ensuite on va introduire Pn le périmètre et An l'aire. Donc allons-y, on va commencer par déterminer Cn le nombre de côtés de chaque figure. Donc si je fais un zoom sur chaque côté, vous voyez que je prends un côté, je le divise en 3 et je fais un petit triangle. Donc en fait, quand j'avais un côté, je finis par en avoir 4, tout simplement. Donc j'ai un lien entre Cn plus 1, donc le nombre de côtés dans la figure à l'itération n plus 1 et la figure que j'avais avant. Donc je vois que Cn plus 1 c'est égal à 4 Cn. Donc quand vous avez des figures comme ça, vous voyez qu'elles sont vraiment définies par récurrence. À chaque fois, je prends la figure d'avant, je la coupe, je rajoute un triangle et je passe à la figure d'après. Donc toutes les suites qu'on va voir ici, elles vont être définies par récurrence et une partie du job, ça va être de passer à la formule par récurrence, à la formule explicite. Je regarde toujours comme ça, c'est une suite géométrique, je regarde le premier terme pour pouvoir déterminer de manière explicite combien ça vaut. Et le premier terme, vous voyez que pour la figure 1, j'ai 3 côtés. Donc ma suite, C1 est égal à 3, Cn plus 1 est égal à 4 Cn. C'est une suite géométrique et pour la trouver, je sais comment faire, c'est U0 fois Qn, Q à la puissance n où Q est la raison. Ici, faites bien attention parce que vous avez une suite qui ne part pas de 0, elle part de 1. Donc en fait, la formule, ça va être Cn est égal à C1 fois la raison à la puissance n-1. Faites bien attention à ce n-1, c'est vraiment une source d'erreur que je vois super souvent. Donc ici, ça nous fait 3 fois 4 à la puissance n-1. Ce que vous pouvez faire très succinctement pour vérifier en fait si votre formule colle, c'est tout simplement de regarder si c'est bon pour le terme que vous connaissez. Là, vous connaissez C1. Vous voyez, vous savez que C1 est égal à 3, donc si je prends n égale 1, ici je retourne bien sur 3. Si vous aviez fait l'erreur et que vous avez mis C1 fois 4 à la puissance n, vous en serez rendu compte en vérifiant pour le premier terme. Ok, donc là on a déjà le nombre de côtés. Maintenant pour la longueur d'un côté, là c'est aussi simple. Je prends chacun des côtés, je le divise par 3 et je fais un petit triangle équilatéral ici. Donc en fait, tout simplement, Ln plus 1, c'est Ln divisé par 3. À chaque itération, les côtés sont divisés par 3. Et là, la longueur du côté dans le premier triangle, c'est L1 qui est égal à 1.
vous a dit qu'on partait d'un triangle unité. Donc finalement, même chose, on a Ln qui est égal à 1 tiers à la puissance n-1, tout simplement. Donc on peut passer au périmètre. Le périmètre, c'est simplement la longueur de chacun des côtés fois le nombre de côtés. Tous les côtés ont la même longueur dans la figure. Et donc ça nous donne 1 tiers fois n-1 fois 3 fois 4 à la puissance n-1. Ici, je peux tout passer, ce qui est en n-1, je le mets ensemble. Et donc ça me fait 3 fois 4 tiers de n-1. Je peux vérifier encore une fois que pour la première figure, vous voyez, hop, mon premier triangle, il est de côté 1, donc je sais que le périmètre est 3 de manière évidente, et donc je peux vérifier ça ici. Donc là, si je prends n égale 1, ça me donne Pn est égal à 3, parce que j'ai 4 tiers à la puissance 0. Donc faites bien ce petit type de vérification, en fait, c'est pratique, parce que si jamais vous avez fait une erreur, surtout si vous êtes à l'écrit, mais à l'oral aussi, si vous avez fait une erreur, vous en rendrez compte comme ça. Donc Pn, c'est une suite géométrique de raison q égale 4 tiers plus grande que 1, donc la limite de Pn, c'est plus l'infini. Vous savez que si on a une raison qui est entre moins 1 et 1, dans ces cas-là, on a une... la suite géométrique converge, elle tend vers 0, et sinon, elle tend vers l'infini. Donc voilà, donc ça c'était pour le périmètre, on a bien montré que le périmètre de cette figure est infini, on pouvait le sentir, et en fait c'est le cas à chaque fois que je vais avoir des fractales en 2 dimensions. Parce que vous voyez, le principe de la fractale, c'est ce truc de jeu, à chaque fois je coupe, je répète un petit bout de la figure, et je recommence, et donc forcément ça tend vers l'infini. Donc maintenant on va regarder ce qui se passe pour l'air. Donc là on vous donne la formule, on dit que an plus 1 c'est an plus 3 racine de 3 sur 16, 4 neuvième à la puissance n. Donc là on pourrait penser à une récurrence, mais enfin en fait on va devoir nous montrer cette formule par récurrence et ensuite on va interpréter cette formule pour trouver la manière explicite d'exprimer an en fait. C'est toujours ce truc de quand j'ai une formule par récurrence, en fait c'est pas super pratique pour trouver les limites, donc il faut toujours passer à une formule explicite qui dépend que de n. Donc pour trouver l'air, on va faire de la même manière, on va vraiment raisonner sur des petits bouts de triangles. Donc notamment un triangle équilatéral, c'est ça. Donc c'est mon triangle ABC, c'est un exemple de triangle équilatéral. Donc là j'ai dessiné le premier triangle, donc il a pour côté L1 qui est égal à 1. Et pour trouver l'air d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. La base c'est ça, et la hauteur c'est ça. On peut prendre n'importe quelle base et n'importe quelle hauteur ici. De toute façon, comme c'est un triangle équilatéral, toutes les bases sont les mêmes et toutes les hauteurs sont les mêmes. D'où elle vient cette formule? Elle vient simplement ce que je vous ai dessiné ici. Si je complète avec des petits triangles, oui, rectangles, ça me donne finalement un rectangle qui fait base fois hauteur. Et donc là, j'ai fait 2 fois l'aire du triangle. Donc, maintenant, on ne connaît pas spécialement la hauteur ici. Donc vous pouvez la connaître si vous avez bien appris vos formules sur les triangles, mais si vous ne la connaissez pas, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, ici, c'est h carré plus L sur 2 au carré est égal à l'hypoténuse. Hop. Et l'hypoténuse, c'est L au carré. Donc L1 carré sur 2 plus h carré est égal à L1 carré. Ça me donne quand j'isole, h carré est égal à 3 L1 carré sur 4 et finalement h est égal à racine de 3 sur 2. Donc ça, toutes les petites formules sur les triangles, les cubes, etc., on a vite fait de les oublier ou de les confondre, donc il faut juste se souvenir qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore à chaque fois. A1, avec tout ça, c'est le produit de racine de 3 L1 sur 4 fois L1, et donc je trouve que c'est racine de 3 sur 4 ici parce que L1 est égal à 1. Maintenant on regarde comment est-ce qu'on passe de l'air en n plus 1, sachant qu'on connaît l'air en n. Donc c'est ce qu'on fait, on connaît ici l'air en 1. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je prends l'air total, que j'ai dessiné en jaune ici, et je rajoute des petits triangles qui sont plus petits. Donc j'en rajoute combien? J'en rajoute 3 ici. Donc j'en rajoute autant que le nombre de côtés que j'avais avant. Donc là, comment je peux écrire? Pour A2, en tout cas, on regarde comment ça se passe. Donc c'est ça que je vous conseille quand vous devez trouver une formule par récurrence, essayez pas spécialement de prendre le cas où n est le plus grand. Prenez le cas où n est le plus petit, raisonnez sur les formules simples que vous avez, les exemples les plus simples, et ensuite vous pouvez généraliser. Donc là c'est ce qu'on fait ici. A2 c'est égal à A1 plus l'aire d'un petit carré, d'un petit rectangle pardon, fois C1, le nombre de côtés. Alors ici j'attire votre attention sur les indices. Ici c'est A1, mais ici c'est C1, parce qu'en fait il y a autant de triangles
ajouter dans la figure 2 que de côté qu'on avait dans la figure 1. Donc faites attention à ça, à bien distinguer, du coup ça va être du n plus 1 et ça va être du n. Si on généralise, an plus 1 c'est an, plus racine de 3 sur 4 ln plus 1 au carré, fois cn. Et donc finalement on connaît tout ça, on connaît ln plus 1, on connaît cn, on connaît an, et donc, enfin on connaît pas an, pardon, non, justement, donc ça nous fait an plus racine de 3 sur 4, 1 neuvième de n, fois 3 fois 4, n moins 1. Donc je peux mettre sous une forme un peu plus compacte, vous voyez que là je vais avoir un 9, là j'avais un 4n moins 1, donc il faut que je divise par 4, je mets ici, et donc ça me fait an plus 4 neuvième à la puissance n, 3 racine de 3 sur 16. Donc là on a une suite un peu bizarre, c'est pas une suite géométrique, c'est pas une suite arithmétique. Elle ressemble quand même, donc là elle a une partie qui est géométrique, vous voyez. Ça, cette partie, c'est la formule explicite d'une suite géométrique. Donc là, comme on ne sait pas trop ce que c'est, on peut se ramener à quelque chose qu'on connaît. Donc cette partie-là, si je l'appelle un, c'est une suite géométrique. Donc c'est ce que j'ai posé ici. J'ai posé un est égal à 4 neuvième de n fois 3 racine de 3 sur 16. Il faut vraiment essayer de faire intervenir des choses que vous savez. Là, je repère que c'est une suite géométrique. Bah, je fonce, je pars de ça et j'essaye de voir ce que je peux avoir. Donc là, j'ai un. Et donc an plus 1 c'est an plus un. Donc j'essaye, quand vous avez une formule de récurrence comme ça, je vous l'ai déjà dit avec le truc des pointillés, essayez de la développer un peu pour voir ce que ça donne, pour essayer de retrouver un motif. Donc ça me fait an plus un, c'est an moins 1 plus un moins 1 plus un. Donc je descends comme ça à chaque fois. En fait je vais voir que je vais retomber sur A0, A1 ou A0, A1 a priori si on a commencé de n égale 1, plus une somme de termes d'une suite géométrique. Bon, on connaît tout ça. Donc pour rappel, la somme géométrique, qu'est-ce que c'est ? C'est UP, le premier terme, 1 moins Q, N moins P plus 1, le nombre de termes sur 1 moins Q. Retenez cette formule comme vous voulez. Donc parfois, il y a d'autres écritures possibles pour cette formule, mais retenez-la bien comme ça, en termes de premier terme et de nombre de termes, parce qu'on a vraiment très vite fait de se tromper dans la formule. On la connaît bien quand ça part de 0, mais dès que ça part pas de 0, on est souvent un peu perdu, donc retenez-la comme ça, et retenez bien qu'ici c'est le premier terme. Donc finalement, AN, ça va être A1, donc avec la petite récurrence dont je vous ai parlé, ça va être A1 plus racine de 3 racines de 3 sur 16 fois la somme des termes de cette suite géométrique, qui vaut Q, 1 moins Qn plus 1 sur 1 moins Q. Pourquoi ? Parce qu'on part de 1, on part du premier terme ici, et le premier terme, c'est 4 neuvième, qui est la raison Q. Donc finalement, AN c'est A1 plus tout ça, et donc moi je regarde ce que ça fait en l'infini. Donc en l'infini, Q égale à 4 neuvième, c'est plus petit que 1, et donc tout ce que j'ai mis en jaune ici, donc Q, 1 moins Qn sur 1 moins Q, ça tend vers Q sur 1 moins Q, et Q est plus petit que 1. Donc finalement, AN tend vers A1 plus tout ce truc-là qu'on va essayer de simplifier un peu quand même. A1 c'est racine de 3 sur 4. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai visiblement multiplié par 9 en haut et en bas, vous voyez ici. Donc ça me fait 9 moins 5 ici, 9 moins 4 pardon, qui fait 5. Et donc là ensuite, pour passer de là à là, on peut simplifier par 4 ici, et mettre au même dénominateur ensuite. Donc en multipliant par 5 ici, en haut, et en bas, ce que j'ai mis en rose ici. Et donc finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette R, c'est 8 racines de 3 sur 5 fois 4, qui fait 2 racines de 3 sur 5. Donc on a montré ici que l'air est bien fini pour ce polynôme. Ce qui peut paraître un peu surprenant d'avoir une figure avec un périmètre infini mais une R finie, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe, et on le voit très bien en fait. Si je vous remonte la formule du début, là on voit bien que grosso modo, bon, on a une R qui va pas beaucoup s'agrandir en gros à chaque fois, donc on a une limite finie ici. Voilà pour ça. Alors ce flocon, le flocon de Koch, il a des particularités très intéressantes, notamment il a une particularité de pavage. Vous savez, il y a une question en maths sur comment est-ce qu'on peut faire des pavages dans l'espace, et il y a des formules il y a des figures avec lesquelles on peut faire des pavages, c'est-à-dire qu'on va les mettre, les imbriquer les unes dans les autres et on va pas laisser de blanc, et il y a d'autres figures avec lesquelles on peut pas. Et une des particularités du flocon de Koch, c'est que si on prend le cas où n est infini, donc on a un nombre de côtés infini,
eh bien on peut utiliser cette formule pour paver l'espace, c'est-à-dire que cette figure pour paver l'espace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un flocon infini, un autre flocon infini et les imbriquer les uns dans les autres pour pouvoir couvrir comme ça tout l'espace. Pour ça je vous renvoie, il y a une vidéo de Micmat qu'il avait fait sur ça qui était vraiment bien, donc si ça vous intéresse un peu les curiosités mathématiques de ce flocon, je vous renvoie vers cette vidéo. Sinon on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo et la dernière vidéo de Maths en vacances.